Alors on va commencer. Bonsoir à tout le monde. Installez-vous confortablement. On est très heureux de se retrouver en cette fin d'été à Blois pour un campus du Parti socialiste que nous avons choisi de consacrer assez largement aux préoccupations des classes populaires, dans le cadre d'une convention qui est pilotée par Philippe Brun et Sarah Kerrich et qui s'intitule « Retrouvons le peuple ». Alors ce soir, on est rassemblés avec tous les partenaires de l'Union de la gauche pour parler d'un combat qui nous rassemble, qui est le combat pour la justice sociale et pour la bifurcation écologique, que nous avons choisi de lier parce qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Nous disons « fin du monde, fin du mois, même combat », ça n'est pas qu'un slogan, né au moment des Gilets jaunes, c'est une phrase qui dit des choses fondamentales, qui dit d'abord que les injustices sociales et environnementales se recoupent, puisque ce sont les plus riches qui polluent le plus et les plus pauvres qui pâtissent le plus des conséquences de ces pollutions. Les chiffres disent que ce sont les 10% les plus riches à l'échelle mondiale qui polluent autant que les 50% les plus pauvres. Et ce sont les plus pauvres qui pâtissent des conséquences de la pollution de l'air, de la pollution des aliments, de la malbouffe. Ce sont les agriculteurs qui sont les plus exposés aux pesticides, etc. Donc il y a une inégalité de contribution au réchauffement climatique, d'exposition à ses conséquences, et une inégalité aussi de coûts face à la bifurcation écologique. Quand on est de la classe populaire et même de la classe moyenne, rénover son logement, changer son chauffage au fioul, changer sa voiture thermique pour une voiture électrique, c'est une année de revenus, au bas mot. Pour les plus riches, ça n'a pas la même proportion, évidemment, en rapport aux revenus. Et cette phrase, fin du mois, fin du monde, fin du mois, même combat, elle dit aussi que nous ne pourrons pas arriver à conduire la bifurcation écologique, à la réussir, si nous ne réduisons pas les inégalités, parce que ça ne marchera pas, parce que ça ne sera pas accepté, et puis parce que ça n'est pas soutenable, puisque la concentration des richesses participe de la destruction de la planète, et c'est ce qui me fait dire souvent que l'écologie est un socialisme. Peut-être que ça fera réagir autour de cette table, mais il n'y aura pas d'écologie sans réduction des inégalités sociales, sans gouvernance démocratique des biens communs, des entreprises, et sans que les plus riches payent ce qu'ils doivent pour réussir la bifurcation écologique. Donc fin du monde, fin du mois, bien plus qu'un slogan, quelque chose de fondamental. Ça dit que les travailleuses et les travailleurs d'un côté, la terre de l'autre, sont exploités par le même adversaire, qui est le capitalisme financiarisé. Et ça dit aussi que si la bifurcation écologique, on n'y arrive pas assez pour le moment, ça n'est pas un défaut de connaissances scientifiques, nous les avons, ça n'est pas un défaut de compétences techniques, ça n'est pas non plus un défaut d'argent, de capacité financière, c'est une question de justice. Ce qui empêche la bifurcation écologique, c'est qu'il y a des intérêts puissants, alors qu'il y a une majorité, écrasante majorité, qui a intérêt à la bifurcation écologique, mais que des intérêts puissants s'y opposent. Et donc c'est de ça qu'on va parler ce soir avec des intervenants passionnants, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir à Blois. Et on va commencer avec toi, Benoît. Benoît Hamon, que je ne présente pas. Tu es chez toi, ici. Ancien candidat à l'élection présidentielle, tu es maintenant président de Singa, qui est une ONG qui travaille à l'intégration des personnes migrantes, exilées, réfugiées. Et tu as été précurseur dans la façon de lier justice sociale, justice environnementale, notamment dans le cadre de ta campagne européenne. À toi la parole. Merci Chloé. Bonjour à tous. Ça fait 6 ans que je ne suis pas revenu devant le PS, donc c'est un peu émouvant pour moi, depuis 2017. Donc je suis très heureux de pouvoir partager ces quelques réflexions avec vous, alors avec un statut un peu différent de mes amis qui vont suivre, puisque
même si j'ai encore un orteil, on va dire, puisque je suis ici en politique, l'essentiel de mon action est dans le champ du mouvement social, la société civile, peu importe comment on l'appelle, comme d'ailleurs beaucoup d'autres qui cheminent aussi parfois sur cette rive-là. Et du côté de Macron, on passe de la banque au gouvernement. Chez nous, c'est plutôt du gouvernement vers les ONG. Je pense que ce modèle-là a quelques vertus. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez, j'ai pris des notes. Avant, je me débrouillais très bien sans notes, mais maintenant, avec un peu d'âge et la distance vis-à-vis de la politique, j'ai voulu travailler un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction sur, en tout cas, ce beau thème pour vos universités d'été, celui des classes populaires. Et je vais commencer par ça, puisque Chloé m'y invitait. Le sujet, c'est retrouvons le peuple. S'il faut le retrouver, c'est qu'il a été un peu perdu. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui a expliqué que pendant plusieurs années, voire même un peu plus que des années, ça se compte sans doute en décennies, le fil de la relation entre une partie de la gauche et les classes populaires s'est rompu, au début distendu et rompu. Et je vais partir de ça, à partir des travaux de quelqu'un que vous connaissez, qui est un chercheur, universitaire, politologue, habitué des travées socialistes. Alors je ne sais pas s'il est toujours au PS, mais en tout cas il y a été longtemps lui aussi, c'est Rémi Lefebvre, qu'Emmanuel connaît bien d'ailleurs, je crois. Il est plus bon. Mais en tout cas, il connaît bien le PS. Et en tout cas, il fait surtout, indépendamment de la carte qui est la sienne, il fait un travail qui est un travail qu'on a tous regardé et salué. Et il s'était intéressé, il y a en tout cas quelques années, à la relation entre le Parti socialiste et les classes populaires. Et plus généralement, c'était l'époque où j'y étais encore, donc il n'y a pas de mise à distance du PS tel qu'il est aujourd'hui par rapport à ce que je vais dire là, mais du PS tel qu'il était dans sa relation aux classes populaires. Et Rémi, il faisait l'analyse suivante sur le fait que le PS n'était plus, à cette époque-là, et en 2017, on va dire, le parti des classes populaires. Il disait, dans son analyse, le problème du Parti socialiste aujourd'hui, c'est qu'il ne donne plus forme à un groupe ou statut à un groupe comme sujet historique. Et notamment, il ne donne plus forme au groupe des ouvriers, des classes populaires. Le deuxième problème qu'il identifiait, c'est que notre parti n'était pas à l'image des classes populaires. Et c'est vrai que beaucoup de partis de gauche aujourd'hui ne sont pas à l'image des classes populaires. Sans doute y a-t-il eu un effort du côté de la France insoumise pour changer en partie cela, mais globalement les partis restent dans leur image, leur représentation éloignés des classes populaires. Et puis le troisième point, qui était le point sans doute le plus sévère et le plus difficile à assumer, c'est qu'il analysait dans ses travaux, comme beaucoup d'autres, que le programme qui était le nôtre ne représentait plus tout à fait les intérêts des classes populaires. Donc pas à l'image, pas dans la défense des intérêts des classes populaires, et plus capable de donner aux classes populaires le statut de sujet historique, rendait évidemment la tâche compliquée. Observons aussi, alors après je vais basculer sur notre sujet, que dans notre relation aux classes populaires et au peuple, c'est aussi développer une forme de malentendu. Combien de fois avez-vous entendu dans les médias cette idée selon laquelle les classes populaires, les citoyens ne faisaient plus confiance dans leurs élus, dans leurs dirigeants politiques? Mais combien de fois s'est-on intéressé à l'inverse? Est-ce qu'aujourd'hui les dirigeants politiques font confiance dans le peuple pour être capables de délibérer, pour être capables, dans un monde complexe, de construire des solutions qui sont dans l'intérêt général? À cette question-là, beaucoup ont répondu non dans le passé, considérant que les sujets étaient trop compliqués, que les classes populaires étaient mal équipées, sous-équipées pour pouvoir délibérer correctement sur ce qui relevait de l'intérêt général. Bon, c'est la vieille histoire, d'ailleurs, d'un certain nombre de courants issus de la Révolution, notamment les courants libéraux, et qui a continué et a cheminé au point qu'une forme de distance s'est installée entre une partie de la gauche politique et les classes populaires. Alors, une fois qu'on a dit cela, comment retrouver le peuple? Moi, je vais me resituer dans le contexte qui est celui dans lequel on va parler, alors là, pour le coup, d'actualité.
et m'appuyer non plus sur Rémi Lefebvre, mais cette fois-ci sur un philosophe écolo, éminent, quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration pour le travail, qui est Bruno Latour. Bruno Latour a ce mot à l'égard des classes populaires, il les définit, et ça évoque évidemment chez moi, dans mon engagement aujourd'hui chez Singa, quelque chose de particulier. Il évoque les classes populaires comme des migrants immobiles. Pourquoi les caractérise-t-il comme des migrants immobiles? Il dit « ils ne bougent pas, mais ils ont le sentiment que le monde dans lequel ils vivent s'est progressivement évanoui et les a quittés. » Et il constate, Latour, dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « Où atterrir » en 2017, qu'aujourd'hui, l'extrême droite, partout dans le monde, prospère, notamment auprès des classes populaires, parce qu'elle réussit la fusion entre ce qu'il appelle une fuite en avant, celle des élites, la sécession des riches, qui veulent continuer à faire prospérer un modèle qui leur sert au risque de la prédation du vivant, au risque d'inégalités croissantes, la fuite en avant des élites, conjuguée à quoi? La fuite en arrière, qu'il faut entendre comme la fuite vers le passé, des classes populaires qui se retrancheraient derrière une identité fantasmée de ce qu'a été la France avant, l'Allemagne avant, les États-Unis avant, à l'époque où on vivait en harmonie, où le passé était glorieux, comme si la réponse à l'insécurité écologique et climatique, c'était la fermeture des frontières, c'était de se replier dans des identités qu'on ne connaît pas très bien, mais dont on nous dit qu'elle proposait une harmonie, une manière de vivre ensemble, plus fidèle à ce que nous sommes, et sans doute beaucoup plus confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que ceux qui fusionnent cette fuite en avant, je ne veux pas regarder ce qui se passe, je veux continuer comme avant, et c'est cette phrase de Trump qui, lors de la réunion climat, du sommet climat à Paris, dit très simplement votre terre est peut-être menacée, mais pas la nôtre. Nos modes de vie ne sont pas négociables. Et nous continuerons donc à faire fonctionner notre économie comme nous l'entendons. Aujourd'hui, la fusion de cette fuite en avant et de cette fuite en arrière, elle se traduit par de vrais succès électoraux, par de vraies victoires politiques. Et cette extrême droite politique qui l'emporte, elle est précédée de quoi? Eh bien, d'une forme d'extrême droite culturelle, c'est-à-dire de prise de position dans le débat public, qui ne sont pas seulement le fait de ceux qui portent une étiquette politique d'extrême droite, mais de gens qui, dans les médias, parmi les intellectuels, parfois même dans des partis politiques pas estampillés d'extrême droite, aujourd'hui relaient cette vision du monde et qui a comme conséquence aujourd'hui de nous soustraire le soutien des classes populaires à un combat en faveur de la transformation écologique, tandis que, c'est ce qu'a très bien dit Claude au début, tandis que pourtant, les premières victimes du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de tout ce qui se passe autour de la question climatique, sont les classes populaires. Alors, je reviens à ma conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, et je reviens à mes notes, parce que sinon je vais m'y perdre, et je vais vous faire une conclusion en 2 temps, mais je vais aller très vite. Le sujet pour nous, il doit commencer par dire que nous voulons émanciper la société en partant des classes populaires. On ne peut pas avoir une stratégie qui consiste à savoir comment raccrocher les classes populaires à une stratégie préalablement élaborée sans elles. Donc il faut vouloir émanciper la société en partant des classes populaires. Et donc toute la question qui est posée à un parti comme le PS, à ses alliés, est de savoir aujourd'hui comment vis-à-vis de cette forme d'insécurité qui est celle des classes populaires vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis de leurs identités, on repose les éléments d'une stratégie, d'un discours politique qui pose des enveloppes, des bords, des limites, des protections, a fortiori au moment où ces protections tombent. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables d'assumer à côté d'un projet de transformation écologique, un projet qui montre bien qu'il n'y a pas de transformation écologique à hiérarchie et ordre social constant, que si on parle véritablement de repenser la prospérité, redéfinir les indicateurs de richesse, en finir avec la croissance telle qu'elle existe aujourd'hui, ça suppose de revoir la question de la propriété, ça suppose de revoir la question de la redistribution des richesses et du pouvoir, donc de changer l'ordre social. Et si nous proposons de changer l'ordre social, il y a une place évidente pour les classes populaires. Et j'en termine dans ma conclusion par un petit exemple qui est juste à la frontière
de la question climatique, mais on présente souvent les migrations comme une des conséquences néfastes du réchauffement climatique. Elles existeraient, ces migrations, réchauffement climatique ou pas. Mais s'il fallait faire un exercice pratique, aujourd'hui, bon nombre de ceux qui vont choisir l'extrême droite vont le faire sur le sentiment suivant, et admirablement défendu par certains, en tout cas admirablement, avec beaucoup d'efficacité. On prétend aujourd'hui que nos modes de vie, notre civilisation, notre manière d'être ensemble, d'être français, elle est remise en cause, notre identité, par l'immigration, par l'interculturalité, par l'inclusion, et patati et patata. Mais ceux qui disent ça mériteraient quand même, et c'est l'exigence intellectuelle qui doit nous conduire à aller sur ce terrain, que nous rappelions que l'identité nationale, ce qui fait que les Français reconnaissent au premier coup d'œil qu'ils sont bien dans leur pays, ce sont des protections sociales. Ce sont des services publics, une école, une gare, un bureau de poste. C'est un système de santé. Ce sont des transports. Et qu'aujourd'hui, si vous avez des migrants immobiles, c'est bien parce que eux, ces Français, ces classes populaires, ont eu le sentiment que ces commerces de proximité, ces services publics, ces éléments de leur identité avaient disparu. Et si nous pensons, et si nous arrivons à convaincre ou à partager cela avec les classes populaires, que ces éléments, ces protections qui sont constitutifs de leur identité peuvent être reconstitués grâce à une stratégie, à un atout que serait la migration, eh bien ça change radicalement l'approche qu'on peut avoir du sujet des migrations et de la manière dont on peut embarquer les classes populaires. Et c'est pour ça que je voulais terminer en vous disant que sur ce sujet de la désertification des milieux, du monde rural, de l'insécurité culturelle, entre guillemets, du monde périurbain, cessons d'être sur la défensive sur la question des migrations quand nous avons là le moyen, comme le prouvent d'ailleurs admirablement les Allemands, d'en faire un atout qui permette aux Français, notamment les plus modestes, de continuer à se sentir bien chez eux. Merci Benoît. Je vais maintenant passer la parole à un des artisans de la NUPES, secrétaire national du Parti socialiste, au nouveau parti, et président du conseil départemental de Haute-Garonne. Sébastien, toi tu es un élu qui a toujours porté dans ta carrière politique, depuis le temps où tu étais maire de Sainte-Gabelle, une commune rurale dont tu es issu, la question des transitions dans tes combats locaux, la question de l'eau, de l'adaptation au réchauffement climatique, des mobilités, de la malbouffe. Et tu as d'ailleurs écrit aujourd'hui une tribune qui est parue dans Libération et qui porte sur l'écosocialisme, comme par hasard, et qui explique, qui explicite ce que tu entends par là. À toi la parole, Sébastien. Merci. Chloé, la manière dont tu as présenté cette table ronde, finalement, apparaît comme une évidence. Fin du monde, fin du mois, même combat, oui, c'est une évidence. Mais sûrement pour nous, sur cette rangée. Moi, 2018, alors je ne fais pas de généralité, mais 2018, je me souviens, c'était le mouvement des Gilets jaunes, et c'était aussi dans les premières manifestations de la jeunesse climat. Mouvement pour le climat. Il y avait plusieurs cortèges, et systématiquement, même s'il y avait quelques pancartes, fin du monde, fin du mois, même combat, les cortèges n'étaient pas unitaires. Il n'y avait pas d'autre mot d'ordre. Et dans la réalité, fin du monde, fin du mois, elle n'est pas vécue comme une réalité de mouvement social. On a su faire, le mouvement ouvrier, le mouvement social a su faire la convergence des luttes à de nombreuses reprises. Sur cette question-là, tant qu'on ne politisera pas, et je crois que c'est l'objet des débats qu'on doit avoir entre nous, parce qu'on utilise beaucoup les mêmes mots. Je ne suis pas sûr qu'on met le même niveau de curseur sur les constats. Mais tant qu'on ne politisera pas la question du dérèglement climatique, croire que cette question fondamentale, inéluctable, va faire se lever spontanément un grand mouvement humaniste pour transformer notre société, c'est une erreur, c'est même une impasse. Que ce soit par la peur ou par la raison, malheureusement, nos concitoyens, Benoît l'a évoqué,
moi, j'ai le souvenir, voilà, la Louisiane qui est frappée de grandes intempéries, Nouvelle-Orléans sous les eaux, des milliers de décès. L'élection suivante, le gouverneur qui a été élu, c'était un climato-sceptique parce qu'il avait théorisé que c'est la faute à l'État fédéral. Même la peur n'amènera pas à la prise de conscience. Tant qu'on ne politisera pas et qu'on n'ira pas chercher à matricer la question sociale et la question du changement climatique, on n'apportera pas le bon niveau de réponse. Tu l'as évoqué dans tes éléments. Ce n'est pas une question technique, hein, au fond. Hein. Aujourd'hui, tout le monde le dit, si on utilisait 70% des technologies dites sobres, vertes, on pourrait, si on utilisait 100% hein, dans tout ce qui est aujourd'hui l'économie carbonée, énergie fossile, si on basculait vers des technologies dites sobres, on pourrait réduire immédiatement 70% de l'émission des gaz à effet de serre. Bon, c'est pourtant une évidence. Pourquoi finalement la transformation climatique n'est pas à l'œuvre? Mais parce qu'on se heurte et on se cogne, et cela supposerait de bouleverser une hiérarchie de normes, des rapports de domination qui fondent le capitalisme financier actuel avec ses profits, ses privilèges et ses rentes. Tant qu'on ne nommera pas le même ennemi commun pour la question climatique et la question sociale que sont les oligarchies du pétrole, pétrochimie, agroalimentaire, enfin, une grosse industrie, je ne parle pas des agriculteurs, je parle des semenciers. Tant qu'on ne refondera pas la question finalement politique autour de cela, c'est-à-dire que la transformation aujourd'hui, la recherche de lutter contre les gaz à effet de serre et finalement la nouvelle question ou la nouvelle ambition d'un socialisme écologique tourné vers une nouvelle, comment dirais-je, finalement lutte des classes. Tant qu'on ne l'affirmera pas avec force, on n'arrivera pas à bâtir des combats communs sur ces sujets-là. Tu l'as évoqué, 1% des plus riches, finalement les plus riches sont ceux qui polluent le plus. Mais c'est chiffré, non contesté. 1% des plus riches polluent plus que 50% de la population mondiale. Ça devrait déjà nous alerter. Ça veut dire qu'ici, si on considérait qu'on était la population mondiale, il y en a 3-4 là, ils pollueraient plus que toute la moitié de la salle. Ça devrait nous interpeller. 10% des plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre. Ça devrait nous révolter. Il y a bien une lutte des classes. C'est bien une lutte sociale. Parce qu'au fond, nous vivons une triple inégalité face au changement climatique. Tu l'as évoqué. Inégalité de responsabilité, je viens de le dire. C'est les plus riches qui polluent. C'est les oligarchies. Inégalité d'exposition. C'est souvent les plus vulnérables, les plus pauvres qui sont les plus vulnérables face au changement climatique. Qui est assigné à ne pas pouvoir choisir un métier qui n'impacte pas sa santé? Qui peut bouger et changer de logement quand un quartier devient trop pollué à cause d'une activité humaine, à cause d'un périphérique? Qui vit dans un environnement sain? Qui ne peut pas le faire? Et puis finalement, quand il y a des très grosses intempéries, qui sont les premières victimes? Et on peut regarder aussi nord-sud. Inégalité aussi d'accès à un environnement sain et aux bienfaits finalement, parce qu'il y en a quand même, du progrès technique. Qui a accès à une alimentation saine, à pouvoir avoir un logement finalement sobre en énergie, un véhicule dit propre, etc., etc., etc. Donc triple inégalité. Sur ces triples inégalités, tant qu'on ne mettra pas le bon niveau de constat et qu'on ne fédérera pas finalement l'ensemble des combats et des luttes qui sont aujourd'hui éparses en nommant notre ennemi, fin du monde, fin du mois, ça restera qu'un slogan. Benoît l'a évoqué. Pour cela, pour fédérer autour finalement d'objectifs communs et de valeurs communes,
une fois qu'on a nommé l'ennemi, qu'on a posé un constat, ben, il y a aussi aller chercher l'acceptabilité, la compréhension et l'adhésion. Ah, si on croit que c'est avec des ZFE, des taxes carbone qu'on va aller chercher la compréhension et porter ces slogans, là, on se tromperait encore une fois. Et là aussi, il faut avoir le courage de le dire et de l'écrire aujourd'hui et de poser ces constats-là. Moi, je crois que, et j'aime bien sur mon expérience, puis tu as voulu que j'intervienne là-dessus, mais sans me faire... bon, voilà, je pourrais en parler quelques heures, mais sur la question de l'eau. On est un département où on se croyait béni du climat, où on a été au pied de châteaux d'eau, les Pyrénées, dont l'eau était en abondance, elle ne l'est plus du tout, mais plus du tout, du tout. Bon, s'il n'y a pas de très grande concertation la plus large, citoyenne, en mobilisant l'ensemble des acteurs, usagers, agriculteurs, industriels, citoyens, consommateurs, producteurs, associations environnementales, s'il n'y a pas des assemblées constituées pour ce débat-là, par les élus, et ensuite où on fait partager les constats, il n'y a pas de solution commune. Il y a de suite du conflit et il n'y a pas de porte de sortie. Pour autant, je le crois, avec de la démocratie participative, adaptée à un certain nombre d'enjeux, on arrive à former à la fois des objectifs portant sur des valeurs communes et aussi on a des résultats. J'en terminerai par là. On peut... moi aujourd'hui je me définis comme un éco-socialiste, je sais que ça va encore soumettre quelques questions. On parle beaucoup d'unité, de nos forces sur ce sujet-là. Mais je crois qu'on peut refonder vraiment une espérance collective, on peut aller chercher à lever un nouveau corps social, à identifier un nouveau mouvement. Il nous faudra évidemment aussi quelques Éluard et Aragon. Je crois que ça manque aussi pour décrire un avenir souhaitable ou un avenir désirable. Mais d'abord, partageons les mêmes combats, allons jusqu'au fond de l'expression, remettons où sont les points de clivage et on sortira des slogans. Merci Sébastien. Je vais maintenant passer la parole à Marie Toussaint, députée européenne écologiste, récemment nommée tête de liste pour les prochaines élections européennes. Tu es engagée depuis très longtemps sur, là aussi, la liaison de ces deux combats entre justice sociale et justice environnementale. Et récemment, ces derniers jours, tu as beaucoup parlé et martelé un concept qui est le tien, que tu essaies de mettre en avant, qui est celui de l'Europe du care, donc en français l'Europe du soin aux plus fragiles. À toi la parole. D'abord, merci beaucoup Chloé, et merci à vous pour cette invitation. Me concernant, ça fait pas un certain nombre d'années que je ne suis pas venue vous voir, puisque je ne suis jamais venue. C'est ma première invitation, et je tiens d'abord à vous dire que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, et j'espère que ça se continuera très longtemps. Et pour être honnête, j'avais prévu de commencer en répondant directement à la question de Chloé, et de dérouler. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, quand on vient se rencontrer, quand on échange comme ça, c'est de comprendre un peu d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller et de partir finalement de ce qu'on entend pour pouvoir ouvrir le dialogue. Alors je vais quand même vous parler de l'Europe du care dans un instant, je crois que vous la connaissez bien au Parti Socialiste, mais peut-être pour revenir sur cette question de fin du monde, fin du mois et de ce que j'ai entendu. Moi, pour me présenter peut-être un peu plus, je suis à l'initiative de l'affaire du siècle. J'ai été parmi les organisatrices des marches climat de 2018, aussi accueilli Greta Thunberg. Et il se trouve qu'au moment où on lance l'affaire du siècle, venait de démarrer le mouvement des Gilets jaunes. Et que c'est quelque chose qui nous a beaucoup secoués. Parce qu'avec les organisations que j'avais mobilisées autour de notre affaire à tous, il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut lancer une grande initiative pour le climat dans un contexte de tension sociale extrême, autour de quoi? Eh bien, d'une taxe carbone qui est censée avoir été construite pour répondre aux défis climatiques. Cette question, elle nous a beaucoup animés.
on a eu des réflexions un peu telles que celle qui se tient aujourd'hui chez vous. Puis on a décidé d'y aller. Et vous savez, moi j'étais convaincue qu'en réalité ça allait marcher. J'étais convaincue qu'on allait réussir à mobiliser la société française. Et j'y étais convaincue, non pas parce qu'on avait réussi à rassembler pour mener ce combat, mais j'y étais convaincue parce que j'avais cette intuition extrêmement profonde que la révolte contre l'injustice sociale pouvait être la même que la révolte contre l'inaction climatique du gouvernement. Et c'est ce qui a trouvé un écho dans la société française. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, parce que ça fait quand même déjà quelques années, un certain François de Rugy avait répondu « Mais vous inquiétez pas, de toute façon, ce sont les gilets verts, ils sont avec moi contre les gilets jaunes. » Alors on a dit « En fait, non, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. » Et c'est pour ça que quelques mois plus tard, j'ai tenu à rédiger un ouvrage avec Priscilla Ludowski, qui a été l'initiatrice de la pétition des Gilets jaunes, pour dire que nous vivons dans un monde dans lequel les violences environnementales et les violences sociales se superposent. Et que fin du monde, fin du mois ne sont peut-être pas le même combat, mais qu'effectivement, il y a des mêmes violences qui sont commises, qui proviennent des mêmes structures, des structures économiques, des structures parfois publiques, des décisions politiques qui sont prises, contre lesquelles on doit se battre, et que œuvrer ensemble pour la justice sociale et la justice environnementale, c'est absolument essentiel. J'ai entendu que ce mouvement social-là, il n'existait pas. Quelque part, on ne peut que partager ce constat. Le mouvement, il n'est pas présent partout dans la société, ça ne boue pas, il n'y a pas un énorme élan politique pour transformer tout ça. Mais moi, je pense que c'est parce que ce n'est pas encore sédimenté. Et parce que finalement, on a un grand nombre de personnes qui, de façon très isolée, chacune de leur côté, subissent cette conjonction des violences sociales et environnementales et se sentent extrêmement seules. Parce que souvent, elles subissent aussi de la maltraitance, parfois médicale, parfois institutionnelle, du mépris. Elles ne sont pas écoutées. Et donc, effectivement, l'un des grands enjeux, je crois, si nous voulons écrire l'avenir ensemble, c'est d'apprendre à écouter et à apprendre de celles et ceux qui vivent dans ces situations pour pouvoir, à notre tour, construire ce monde de justice sociale et environnementale. Alors, du coup, j'en reviens, Chloé, à l'Europe du Caire. Je porte effectivement une Europe du Caire, une Europe du soin, qui partent des diverses vulnérabilités du monde, et elles sont multiples, pour proposer une protection à la fois aux plus humbles, mais aussi aux vivants, et de faire véritablement de la protection du vivant une norme. Mais vous savez, aujourd'hui, l'Europe, c'est pas tout à fait celle-là. Et finalement, depuis Jacques Delors, depuis les années 90, l'Europe, c'est celle du tout marché. Du tout marché comme horizon indépassable. Et avoir comme objectif le marché total, ça entrave totalement la capacité de pouvoir regarder ailleurs et de pouvoir regarder cette protection nécessaire des plus humbles et cette protection nécessaire et indispensable du vivant. Et on pouvait se dire, dans la mandature qui vient de s'écouler, il s'est passé tellement de choses en Europe que ça a changé. La politique est quelque part revenue, on a fait face à une crise sanitaire, on a fait face à la guerre, à la terrible guerre que Poutine mène à l'Ukraine, on a pris des décisions politiques qui étaient à la fois diplomatiques, d'emprunt commun, les choses ont bougé. Et puis on a fait ce pacte vert qui était quelque part le retour de la politique qui venait frapper à la porte de l'Europe. Mais dans la réalité, la majorité politique en place, au niveau européen, elle n'a pas cherché, malgré le nom Green Deal, qui s'inspirait du New Deal de Roosevelt, elle n'a pas cherché à transformer les rapports économiques, les rapports d'équilibre entre les différentes forces sociales. Elle n'a pas été recherchée à créer de l'emploi public, elle n'a pas été recherchée à sortir des stricts critères monétaires et de recherche de la croissance potentielle sur le PIB, elle n'a pas été cherchée à rééquilibrer vraiment les rapports de force entre les salariés, les actionnaires et les parties prenantes. C'est pas ça qu'elle a proposé. Elle a proposé une feuille de route pour rehausser les objectifs environnementaux. Et c'est pas mal, mais c'est insuffisant. Et la réalité, c'est que cette poursuite de la croissance, de la financiarisation de tout, elle continue. Et on parle notamment, en tout cas le gouvernement d'Emmanuel Macron et le gouvernement britannique travaillent même jusqu'à la création d'un grand marché de compensation biodiversité cet automne. Ça veut dire la fin de la financiarisation de tout ce qui existe, puisque tous les écosystèmes trouveraient un prix, seraient placés sur des marchés
et ferait l'objet de spéculations financières. Et tout ça, évidemment, au prétexte de pouvoir mieux protéger le vivant. Donc il faut qu'on réussisse ensemble à donner une autre orientation à ce projet, qui n'est pas seulement le projet européen, mais qui est aussi le projet des États membres. Et on doit donner une autre orientation. Pour ma part, ce que je vous propose, c'est de donner une double orientation. D'abord, de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Parce que nous devons absolument tenir compte de la finitude de la planète, et que ce n'est pas que la question du climat. Les autres limites planétaires, les 8 autres limites planétaires, elles sont tout aussi indispensables, même pour réussir la stricte question climatique. Il y a le CO2, la biodiversité, l'eau, les océans, les pollutions toxiques qui tuent d'ailleurs chaque jour sur le territoire européen, tant des salariés que des paysannes, des paysans, que des individus, des riveraines, des riverains des zones polluées. Donc il faut réussir à réencastrer cette économie dans les limites planétaires. Moi, je propose un traité environnemental. Un traité environnemental, on a su adopter des traités sur la dette et les déficits, on peut tout à fait adopter un traité environnemental qui dise que les critères de convergence, ils doivent se faire autour du respect des limites planétaires. Et puis par contre, il faut aussi des socles sociaux qui soient vraiment contraignants. Donc ça, on a déjà des textes au niveau européen. Mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut même aller plus loin. Et ça vaut pour l'Europe comme pour la France. La réalité, c'est que si on veut réellement mener tous les changements nécessaires, il y a tellement de changements à réaliser dans nos sociétés pour revenir aux limites planétaires que ça s'apparente à une révolution. Mais si on veut y arriver dans la justice, parce que c'est un enjeu de justice, comme Chloé l'a souligné, alors il faut étudier l'impact de chaque loi, de chaque projet sur les 10 et 20% les plus pauvres et s'abstenir de les adopter dès lors qu'elle empirerait la situation pour ces personnes les plus vulnérables. Ça nous permettrait d'éviter des taxes carbone qui ne sont pas construites sur un modèle de justice sociale, mais qui s'appliquent à tous pareil, et donc très différemment en réalité en proportion, et d'éviter aussi d'adopter des politiques de protection de l'environnement qui viennent aggraver les inégalités, parce qu'il faut le reconnaître, oui, certaines des politiques qui ont été mises en place, en particulier par la droite et les libéraux, eh bien, viennent aggraver les inégalités sociales. Alors pour finir, je vois Chloé qui trépigne. Je vous ai parlé de Kerr, je vous ai parlé de Delors, donc je ne peux pas m'arrêter sans finir sur Jaurès. Et Jaurès disait « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée ardente porte l'orage ». Moi, je vous dis que la crise écologique, climatique, environnementale, elle porte en elle la guerre de tous contre chacun. C'est ça qui est devant nous si nous n'arrivons pas à surmonter ce défi-là. Et la destruction du vivant, elle va bien évidemment accélérer et attiser toutes les contradictions sociales aujourd'hui dans notre société. Alors notre responsabilité ensemble, c'est de trouver à la fois les propositions, mais aussi la manière de mener cette transformation de la société et de mettre en place une politique globale de réparation et de protection, donc cette politique du CARE. Merci beaucoup. Merci Marie. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie Trouvé, qui est députée LFI de Seine-Saint-Denis, donc d'un département très populaire, qui est aussi confronté et qui subit les conséquences notamment de la pollution de l'air, et puis qui subit aussi une grande pauvreté. Tu as été longtemps présidente d'Attaque, c'est comme ça qu'on t'a connue. Tu es de formation agronome, et tu as commencé ta carrière dans l'équipe de René Dumont, qui était le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle et qui avait posé sur la table du journal de 20h un verre d'eau pour nous alerter dès 1974, je crois, sur le fait que la ressource allait venir à manquer. C'est à toi, Aurélie, si tu veux bien. Tu avais quel âge en 1974 ? On est tous très curieux de le savoir. Elle a été fondée par René Dumont. Mais non, je l'ai pas trop croisée finalement. Bon, je vais revenir au sujet. Enfin, quoique c'est le sujet quand même. Non, d'abord, moi, je voudrais dire que dans la gauche, je trouve qu'il y a des idées qui ont fortement progressé ces dernières années, en fait, sur la conjonction fin du monde, fin du mois. Fortement progressé, et surtout l'idée que l'écologie, c'est l'affaire avant tout des classes populaires. Je reviens à ce que tu disais sur les classes populaires. L'idée qu'en fait, les premières victimes de la crise écologique, c'est celles et ceux qui ne peuvent s'en protéger. C'est par exemple ceux qui viennent de passer la semaine au 13e étage d'une barre d'immeuble, complètement surchauffée, plutôt que dans leur villa avec piscine.
Voilà, en Seine-Saint-Denis, on sait ce que... Voilà, c'est quand même la réalité. Et donc cette idée que la gauche, et tu le disais Chloé, est forcément écologique et que l'écologie est forcément de gauche. Et qu'il n'y a pas de bifurcation sociale sans bifurcation écologique et vice-versa. Et qu'il n'y a pas de prééminence de la question sociale par rapport à la question écologique et vice-versa. Voilà. Et en fait, ça progresse dans les mouvements sociaux là-dessus, cette idée-là. Bon, quand j'étais président de l'ATTAC, on avait fondé Plus Jamais Ça, qui permettait de faire converger des syndicats comme la CGT, la FSU, etc., et par exemple Greenpeace et d'autres, Oxfam. La même chose a été fait du côté du Pacte pour le pouvoir de vivre avec la CFDT, la FNH, tout ça. Donc c'est en cours, en fait. Et en réalité, cette articulation, elle est en train de se faire dans les mouvements sociaux. Et puis, deuxième idée, je pense, qui a beaucoup progressé, c'est cette idée que la technique et la science ne vont pas nous dispenser d'une diminution de notre consommation énergétique et matérielle. Donc je ne parle pas de décroissance économique, je parle de décroissance énergétique et matérielle à un niveau global, parce qu'évidemment, ce qu'on dit aux syndicats de salariés, c'est qu'évidemment qu'il y en a qui sont dans la précarité énergétique et matérielle. Évidemment qu'il faudra que cette sobriété se fasse dans la dignité. Mais on ne pourra pas s'en exonérer, et c'est justement la différence avec le projet macroniste qui nous dit « Ah non, mais l'avion vert, ça va nous permettre quand même d'augmenter le trafic aérien, etc. » Bon. Eh bien non, on va être obligé de bouleverser complètement notre mode de développement. Et ce bouleversement du mode de développement, il va en passer aussi par une rupture, quelque part, avec le système actuel. Et c'est là que je reprends René Dumont qui dit « C'est un seul et même système, le système capitaliste, qui exploite le travail et le vivant. » Un système qui a toujours cette propension à élargir les frontières du marché et à exploiter la nature et le vivant pour nourrir les profits de capitaux. Et donc, pour le contrer, il faut aussi un projet politique global, un projet de rupture politique avec ce système. On en a dessiné des contours dans Plus Jamais Ça, dans le Pacte pour le pouvoir de vivre, mais quelque part où on retrouve ça aussi dans le programme de la NUPES et dans ses 600 mesures. Quand on parle de planification et de bifurcation écologique et sociale, eh bien là, nous posons les bases d'une telle bifurcation. Alors, une planification qui devra aussi décider, et c'est là que se pose la question démocratique, décider de quels secteurs sont à décroître. Par exemple, le secteur aérien, celui de l'exploitation des énergies fossiles, mais lesquels devront croître, l'agriculture bio, la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Un projet qui passe aussi par un grand pôle public bancaire, parce qu'il faut retrouver les ressorts du financement. Où vont les financements et les désinvestissements, parce qu'il va falloir aussi désinvestir, et puis qui passe aussi par la renationalisation de certains grands secteurs stratégiques, je pense à l'énergie, je pense au rail, etc. Et donc ça pose la question de la démocratie. Tu parlais des assemblées en Haute-Garonne sur l'eau, mais comme tous les secteurs vont être impactés, comme tout le monde devra changer en fait, eh ben, il va falloir aussi qu'on invente des façons de débattre, de décider d'abord de nos besoins, c'est quoi nos besoins et comment on atteint ces besoins, avec quels leviers, quels moyens, etc. Bon, voilà. Et ça, c'est aussi tout l'inverse du monde de Macron, qui lui oppose en fait une vision ultra centralisée, techniciste et antidémocratique de la planification, en fait, qui n'en est par ailleurs pas une, mais par ailleurs tout se décide par le haut, quoi, et par les experts. Et puis, dernier élément essentiel de la bifurcation écologique, c'est le partage radical des richesses, puisque ça a été dit, tu l'as très bien dit Chloé, ce sont les plus riches qui sont les premiers destructeurs de la planète par leur mode de consommation, qui est donc à remettre en cause. Parce qu'en plus, ils attirent tout le monde vers un mode de consommation désirable et insoutenable. On veut tous pas tous, mais notre SUV, notre piscine, prendre l'avion tous les 4 matins, etc. Voilà, et puis par ailleurs, il va bien falloir les ponctionner, il va bien falloir prendre dans la poche des riches. Quand même Jean Pisani-Ferry, je veux dire, c'est pas le plus révolutionnaire des économistes, dit qu'il faut il faut plus de 30 milliards d'euros d'investissement. Alors je rajoute public parce que, ouais, en tout, voilà, il dit 34 milliards d'euros publics par an supplémentaires pour y arriver dans la bifurcation écologique. Donc bien sûr, il va falloir aller les chercher par la révolution fiscale. Et je vais finir par un dernier chapitre, mais qui va nous alimenter les prochains mois, qui est la question européenne. Parce que tout ça demande aussi de s'interroger sur les règles européennes actuelles. Et je vais prendre un exemple très concret que je connais bien, parce que c'était mon boulot de bosser sur les politiques agricoles, c'est celui de la bifurcation agroécologique.
En réalité, il n'y a pas de bifurcation agroécologique. On ne peut pas demander à chaque agriculteur une bifurcation sans qu'il n'ait des prix rémunérateurs et stables et sans qu'on le protège de la concurrence des produits bon marché blindés de pesticides. Ce n'est pas possible. Voilà. Et le meilleur moyen d'ailleurs que de faire un moment de travailler avec les syndicats agricoles, c'est de leur proposer ça, c'est un pacte. Et ce pacte, je suis désolée, ça va demander de se confronter très directement et très frontalement aux règles européennes en fait. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, je finirai là-dessus, je sais que ça fait débat entre vous, mais je pense que c'est important de le poser. On a l'occasion dans les prochaines semaines, les prochains mois, de montrer un projet commun, de montrer une cohésion, de montrer des convergences sur les questions européennes. Il n'y a pas de bifurcation écologique, il n'y a pas de réponse aux fins du monde, fin du mois, sans projet européen de la gauche. Voilà. Et qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et évidemment, si je le dis là, s'il n'y a pas de liste d'union, si on part tous séparés, pour être clair, ce sera beaucoup plus compliqué, voilà, que s'il y a une liste d'union et que si on travaille petit à petit à ces convergences. Voilà, moi, la raison pour laquelle parce que je pense que la question européenne, elle est essentielle dans ce projet-là, écologique et social, voilà pour la raison pour laquelle je pense qu'il y a un enjeu dans les prochaines semaines et les prochains mois, un minimum d'union. Voilà. Oh. Merci Aurélie. Je vais maintenant passer la parole à Elsa Faucillon. Elsa, tu es députée communiste des Hauts-de-Seine, mais d'une circonscription au nord des Hauts-de-Seine qui se trouve être plus populaire que Puteaux et Neuilly-sur-Seine, bien plus, avec donc les mêmes problématiques de personnes qui ont chaud chez eux l'été et froid l'hiver. Et puis tu es communiste et c'est à toi la parole. Merci beaucoup Chloé. Bonsoir à toutes et toutes. Très heureuse d'être là pour ces universités d'été du Parti Socialiste pour la première fois et très heureuse qu'elles soient très résolument tournées pour une rentrée politique vers les classes populaires. Pour répondre et compléter, non pas compléter, pour répondre à Aurélie sur le début et la fin de son intervention, il y a effectivement des avancées au sein de la gauche sur ces questions-là, sur les questions sociales et écologiques, et je dirais d'autant plus sur les questions écologiques, parce qu'il a quand même fallu, et je dirais certainement d'autant plus chez les communistes et chez les socialistes, sortir d'un logiciel qui était d'abord un logiciel productiviste, consumériste, et un logiciel très important, puisque comme point d'appui pour l'émancipation des classes populaires. Et puis pour une partie de la gauche et pour une partie du Parti Socialiste, peut-être pour son entièreté, aussi un éloignement aussi des logiques de marché qui nous permettent aujourd'hui, au sein de la NUPES, sur les propositions que nous avons et qui articulent les questions sociales et écologiques, je crois de pouvoir nous unir à la fois sur des questions d'ordre national, mais aussi européennes. Encore faut-il le tenter. Je mets ça de côté, non pas que je n'y mettrai pas par la suite toute mon énergie, parce que je suis une unioniste convaincue, mais je vais respecter le thème du débat, parce que je suis aussi profondément une bonne élève, donc je vais respecter ça. Sur l'articulation sociale et écologique, tournée évidemment vers les classes populaires, parce qu'elles sont les premières concernées par la nécessité de cette articulation. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais peut-être me concentrer sur la question de l'imaginaire, des imaginaires et donc des récits, des images, des slogans, des actions qui permettent de construire ces imaginaires. Je dis ça parce que je trouve que l'offensive en termes d'imaginaire de la part des droites est extrêmement forte, poussée contre les classes populaires en termes sociaux et écologiques. Je prends quelques exemples, mais sur la question du social, on l'a vu par exemple, je crois que c'était l'été dernier, avec la question de l'allocation de rentrée, où on a eu les propos les plus honteux expliquant que les gens ne savaient pas se servir de cette allocation parce qu'ils ne savent pas gérer leur budget et qu'ils s'achetaient des télévisions écran plat, grand écran, plutôt que d'offrir des fournitures scolaires.
On a entendu à diverses reprises au moment des lois successives sur l'assurance chômage à quel point aussi ces classes populaires n'étaient pas en capacité et en volonté d'aller chercher un travail, évidemment avec la phrase référence d'Emmanuel Macron sur « il suffit de traverser la rue ». Mais en termes écologiques, on a cette même rengaine et je dirais qu'elle est extrêmement poussée. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'une vidéo qui a circulé de manière extrêmement importante sur ces gens dans des quartiers populaires et dans des centres commerciaux qui se ruaient sur les promotions de Nutella, tendant à montrer bien comment ces classes populaires ne savent pas consommer, comment elles gèrent mal leur budget, mais en plus comment elles surconsomment des produits de mauvaise qualité qui vont mal nourrir leurs enfants. Donc il y a une offensive extrêmement forte, droitière, à la fois du point de vue social et écologique, qui vise très nettement les classes populaires. Et puis, au milieu de cette offensive très clairement droitière, où j'ai le sentiment que la gauche est plutôt à la hauteur pour lutter contre cet imaginaire, il y a des choses qui glissent quelque part parfois, y compris dans nos discours et dans nos récits, et sur lesquels je crois qu'il faut mettre en garde. La première chose, peut-être, c'est cette espèce d'idée qui consisterait à expliquer que les classes populaires, très empêtrées, et c'est juste, par leurs difficultés de vie, comment je nourris mes enfants, comment je leur permets d'accéder aux études, ne seraient pas réceptives au discours écologique. Je veux vraiment battre en brèche cette idée et je pense que si on veut articuler la question sociale et écologique et si on veut se tourner résolument vers les classes populaires, il faut se garder de ça. Je vais citer peut-être 2 exemples en espérant qu'ils vont vous convaincre. D'abord, peut-être sur les très grands projets sur lesquels il y a eu des luttes importantes. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, mais je pense plus récemment aux méga-bassines. Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il n'y a pas de décrochage chez les classes populaires sur une opposition ou non à ces projets. D'ailleurs, le décrochage, il est plutôt sur les classes supérieures très hautes. Les classes populaires, elles sont homogènes avec les autres classes sociales pour lutter ou non contre ces grands projets. De la même manière, sur un mouvement populaire, celui des Gilets jaunes, sur lequel la gauche a parfois balbutié, et le terme est peut-être faible, on a parfois dit ils sont venus à l'écologie un peu par obligation, ils ont presque fait eux-mêmes du greenwashing, ils se sont verdis pour pouvoir faire accepter leurs autres revendications. En tout cas, au milieu de la mobilisation, au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes, eh bien, toutes les enquêtes, et il y en a eu 2 très importantes faites par des sociologues et à Bordeaux et à Paris, eh bien, ce qu'on constatait en réalité, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, les volontés et les capacités à vouloir s'extraire des modes de consommation, des modes de déplacement tels qui nous sont imposés aujourd'hui, eh bien, chez les Gilets jaunes, elles étaient plus importantes que dans la moyenne de la population. Donc ça, pour vous dire que je trouve que nous-mêmes, parfois, on intègre ça et ça colle parfois, autre peut-être malentendu ou glissement qui s'opère vers nous-mêmes dans cet imaginaire, l'espèce d'opposition. J'espère que j'arriverai à vous montrer le lien, mais en tout cas l'opposition entre milieux ruraux et quartiers populaires. Là aussi, c'est l'objet d'attaques et de fantasmes très droitiers sur lequel je trouve qu'il faut qu'on prenne du recul et qu'on fasse très attention, parce que très clairement, cette opposition, elle est d'abord un projet xénophobe. Opposer classe populaire des quartiers populaires et classe populaire des milieux ruraux, c'est fantasmer d'abord un espèce de milieu rural qui serait un monde blanc, un monde d'une France d'antan idéale, et un monde silencieux contre des quartiers populaires avec de l'immigration, de l'ensauvagement et du bruit. Et on a vu combien c'était porté après la mort de Naël. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je trouve, si on veut retrouver un sujet historique, refonder un sujet historique, travailler à l'unité de ces classes populaires, il y a, je crois, ces fantasmes, cette offensive droitière sur laquelle il faut lutter. Et comme j'ai le sentiment que déjà le temps passe vite, deuxième chose importante à mon sens, si on veut articuler, si on veut emmener à la mobilisation populaire sur les questions de transition écologique et de transformation sociale, à mon sens, il faut aussi sortir d'un logiciel très présent actuellement et évidemment très présent dans la Macronie, c'est de faire reposer la transition écologique uniquement sur les responsabilités individuelles. Parce que chez les classes populaires,
les gestes individuels, l'éthique, elle peut exister. Elle existe dans plein de quartiers. Il y a plein d'initiatives qui poussent à ça. Sauf qu'ils voient bien que ça ne va pas suffire. Et puis ils voient bien qu'il y a les yachts, les jets, les projets Total. Ils voient bien tout ça. Et donc ça doit, reposer d'abord, à mon avis, sur une matrice de justice. Ça, c'est extrêmement important. Et donc plutôt interroger, je dirais, ce qui structure leur mode de déplacement, leur mode de consommation. Aurélie, elle a parlé de l'agriculture, mais je pense au train. Enfin, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, les classes populaires soient exclues du train, du mode de déplacement le plus écologique, qui a été dans sa création le moyen aussi d'accéder aux loisirs, à la culture, etc. Donc ça, vraiment, je trouve que ça fait partie des batailles qui nous permettent d'articuler, mais aussi certainement de renouer ou de nouer avec un projet émancipateur. Et puis je conclus, j'ai vu que Raquel, elle était là, elle est peut-être partie, mais il y a la question démocratique qui me semble essentielle si on veut vraiment allier social et écologie chez les classes populaires, c'est qu'il faut leur donner la place de décider. Alors moi, j'ai un combat avec beaucoup d'autres, j'espère que c'est partagé, sur 6e République, qui devra mettre la question écologique au cœur des choix. Mais si on veut des décisions qui vont être des décisions compliquées sur la transition écologique, si on veut des décisions partagées, décidées tout de suite, mais aussi dans leur mise en œuvre, eh bien, il y a besoin que la décision soit prise. Et je dirais que les décisions soient prises peut-être et tournées d'abord vers la question, vers les classes populaires. Je crois que la démocratie, j'ai un ami Coco qui me disait ça tout à l'heure, c'est le chemin le plus court, en tout cas vers la transformation et vers les transitions. C'est beau. Merci Elsa. Je vais te passer la parole maintenant à toi, Emmanuel Morel, qui est député européen du groupe GUE. Je ne sais jamais comment le prononcer. GUE. C'est comme la NUPS, il y a 50 shades of prononciation possible. Tu es un ancien socialiste également et tu as été fondateur de la gauche républicaine et socialiste, la GRS, qui est un mouvement. Et tu es tant d'autres choses encore. À toi la parole. Tant d'autres choses encore, là tu me surprends un peu quand même. Bon, c'est vendredi confession, quoi. Oui, c'est comme les alcooliques anonymes, j'ai longtemps été militant socialiste. Comme Benoît, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant les socialistes, donc je suis très ému. Et en plus, c'est vrai. Sur un sujet qui est absolument passionnant et qui devrait faire la une de l'actualité aujourd'hui, quoi. On peut regretter d'ailleurs, puisqu'on parlait du rapport de la gauche et des classes populaires, on peut regretter que parfois la gauche ait un peu trop tendance à se regarder le nombril et à s'interroger sur des sujets un peu secondaires, voire picrocolins, plutôt que de parler de ce qui aujourd'hui interpelle et inquiète les Français, c'est-à-dire l'inflation, la rentrée scolaire qui s'annonce mal, et bien sûr la guerre, les questions écologiques auxquelles ce débat est consacré. Moi, je pense qu'on est tous, et c'est vrai d'ailleurs, je crois que ça a été dit par Aurélie, on est tous aujourd'hui à peu près d'accord sur, on va dire, le logiciel éco-socialiste. On pense qu'il ne faut pas séparer le combat social du combat écologique. On pense qu'en effet, les pauvres sont les plus concernés par la pollution, et donc nécessairement la transition écologique s'accompagne de mesures sociales. J'ai même envie de dire qu'on est tous d'accord, les socialistes compris, surtout quand ils sont dans l'opposition, pour dire qu'on se mobilise contre l'extension de la société de marché qui a une logique de prédation, une logique d'exploitation, une logique d'hyperconsommation qui révèle la nature profondément morbide du capitalisme. Ça, on est tous d'accord. Et donc on est tous d'accord forcément sur le fait que si on fait la transition écologique, ça ne peut pas aller à l'encontre de la justice sociale. Est-ce que majoritairement dans le pays, on est d'accord là-dessus? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr pour plein de raisons. D'abord, il y a, Benoît y a fait allusion dès le début, ce que j'appellerais les forces du grand refus. C'est-à-dire les gens qui, contre le réel, continuent à affirmer que ça peut continuer comme aujourd'hui, on peut continuer à vivre comme aujourd'hui. Et en effet, tu parlais de Trump. Alors Trump, c'est la version exacerbée de ce phénomène, mais c'est George Bush, dès la conférence de Rio, qui avait dit cette phrase qui a été reprise après par les différents présidents républicains: notre mode de vie n'est pas négociable. C'est-à-dire les États-Unis, si tout le monde vivait comme les États-Unis, ça ferait 5 planètes,
Mais ce n'est pas négociable. Et donc on a en face de nous quand même des gens qui sont dans un déni de réalité qui est assez stupéfiant. Et pourtant ils marquent des points. Je ne vous parle même pas du délire climato-sceptique qui a envahi les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant, mais ils marquent des points avec leurs épigones européens. Regardez le programme de l'AfD en Allemagne, l'extrême droite allemande. Elle reprend exactement le programme de Trump, avec la négation totale de la question écologique et le refus des politiques européennes en la matière. Mais c'est le cas aussi du FN. Enfin, on n'a pas parlé du RN depuis tout à l'heure, mais ils ont, il y a 3 jours, fait une conférence de presse sur ce qu'ils appellent l'écologie du bon sens. Et il n'y a pas beaucoup d'écologie, encore moins de bon sens. Mais n'empêche qu'ils ont bien vu qu'il y avait un sillon à marquer, et ils ne vont pas nous lâcher là-dessus. Et c'est pour ça que l'adversité, elle est quand même forte. Hein. Et elle est forte d'autant plus qu'il y a parfois, y compris dans les classes populaires, même ce qu'a dit Elsa Faucillon à l'instant est très important. D'ailleurs, ça me faisait penser, je pensais à une ministre macroniste qui avait dit « Oui, les pauvres, ils sont dans la sobriété subie ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est nier complètement qu'il y avait une conscience politique des pauvres et que de toute façon, c'est bien, ils étaient déjà dans un mode de vie écolo, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais quand même, et là je reviens sur ce qu'a dit très fortement Sébastien, parce que c'est important, il y a eu des moments comme ça, on va dire, de perception un peu décalée. Par exemple, au moment de la taxe carbone, très clairement, on a eu beaucoup de gens, et c'est la naissance du mouvement des Gilets jaunes, qui étaient en désaccord avec ça, avec la façon dont c'était fait et la façon dont c'était présenté. De la même façon, sur les ZFE, c'est un sujet qu'on devra affronter de toute façon, et que les élus affrontent dès maintenant. Je vois par exemple en Île-de-France, il y a une perception, un ressentiment de certains habitants de grandes banlieues, je parle de grandes banlieues, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture au diesel et qui ont l'impression qu'ils vont être sanctionnés pour ça. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, parce que dans le livre de Bruno Latour, auquel vous faites allusion, qui est en effet un livre passionnant, il parle quand même de ça. Il dit qu'il faut prendre en compte le ressentiment, les appréhensions, parce que l'acceptabilité sociale des politiques écologiques, c'est fondamental. Donc voilà, ça c'est très important. Il y a une deuxième chose. Elsa faisait référence à l'imaginaire. Et en effet, lors de sa campagne présidentielle, Benoît Hamon avait dit on est en train d'élaborer ensemble un imaginaire puissant pour un futur désirable. Je ne sais pas si tu te souviens, Benoît. Sauf que nous, on a en face aussi... Tu t'en souviens sûrement. Mais c'était très juste. Sauf qu'on a en face de nous aussi un imaginaire très puissant. C'est pas seulement l'imaginaire droitier auquel il était fait allusion, c'est l'imaginaire de la société de consommation. Les grosses bagnoles, la fast fashion, la mode pas chère, les posts sur Instagram. Je rappelle que tous ceux qui postent des photos de bouffe sur Instagram, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires quand même par an. Hein. Donc, tout ça c'est l'imaginaire de la société d'hyperconsommation capitaliste. C'est pas toujours facile à affronter. Donc moi je pense que parce que le futur désirable, c'est une société sobre et décente, on a un gros boulot de bataille culturelle. C'est assez facile de s'attaquer au mode de vie des riches, parce que ça, évidemment, c'est tellement caricatural, arrogant, que c'est facile, mais il y a d'autres choses, à mon avis, c'est plus dur. Consommer autrement, mais aussi produire autrement. Et moi, c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui, parce que la question pour moi, qui est fondamentale, c'est où on produit, et qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on veut produire. Et là, j'en viens à l'Europe, parce que l'Europe, c'est un bon exemple. En Europe, on vote, et on le vote dans l'allégresse et dans l'enthousiasme, plein de textes pour écologiser les politiques européennes. Le Green New Deal, le Net Zéro Industrie, je ne sais plus, Sylvie Guillaume, mais là, il y en a plein d'autres. Tu pourrais m'aider, toi, parce que tu le connais mieux que moi. Là. Bon, on vote tout ça, et on se félicite quand même, parce qu'en effet, en Europe, il y a une diminution des gaz à effet de serre depuis certaines années. Et on dit l'objectif c'est 55%, c'est formidable, on peut y arriver. Sauf que pourquoi il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe? C'est parce qu'on les a totalement délocalisées. C'est-à-dire que l'effet de le symbole de la mondialisation, c'est le porte-container ou le camion. C'est-à-dire qu'en fait, on a exporté notre pollution et ça continue. Parce que c'est ça le problème, c'est cette hypocrisie, moi, que je veux dénoncer. Ça continue. Je vais donner 3 exemples. Premier exemple du ça continue. On vote le Green New Deal. On dit l'Europe va être un continent vertueux au niveau écologique. On s'adresse aux classes populaires. On dit vous allez voir ce que vous allez voir en termes de production et de consommation. Et en même temps, on est en train de négocier, voire de voter, et j'attends de voir, là pour le coup ça pourrait être un combat commun pour la gauche française. Là c'en est un.
en même temps, on va voter un accord de libre-échange au Parlement avec la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, on dit quoi? On dit on a un pays qui est à près de 20 000 bornes de l'Europe, mais on veut importer toujours davantage, quoi? De l'agneau et du lait. Mais je m'excuse, mais ça, c'est le symbole de vraiment l'absurdité libre-échangée du système capitaliste. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est fini. Ça, c'est la première chose. Je vais donner un deuxième exemple. On est super content parce qu'en Europe, on fait de plus en plus de photovoltaïque. Sauf qu'on avait pris un peu de retard. Et 90% des panneaux photovoltaïques en Europe, c'est quoi? C'est des panneaux chinois. Pourquoi? Parce qu'au nom de la concurrence libre et non faussée, on n'avait pas mis de barrière douanière à l'entrée. Donc résultat, le marché européen, enfin l'industrie européenne du photovoltaïque s'est cassé la gueule et maintenant il n'y a que du photovoltaïque chinois. Et c'est quoi le photovoltaïque chinois? C'est construit dans des centrales à charbon avec une empreinte carbone de 50% de plus qu'un produit européen. Bah là aussi, on marche sur la tête. Bah voilà un combat européen. On veut du photovoltaïque européen. On veut des batteries européennes. Parce que là c'est pareil, je vous l'annonce. Hein, les voitures électriques, c'est super. On a voté, dans 10 ans, on passe tous aux voitures électriques. Mais s'il n'y a pas de barrière douanière et si on ne met pas de subventions publique puissante pour aider les entreprises européennes, alors ça sera 100% chinois. Et là, les classes populaires, ça sera plus de chômage et ça sera des produits fabriqués dans des conditions déplorables et dégueulasses. Voilà encore un combat commun qu'on peut mener tous à gauche pour justement allier combat social et évidemment combat écologique. Et puis dernier point, et j'en finis là-dessus, parce que ça c'est l'actualité. L'inflation des prix alimentaires et de l'énergie, ça vient surtout d'un truc totalement fou qui s'appelle le marché de l'électricité européen. Le marché de l'électricité européen, quand il a été fait il y a plusieurs décennies, on a dit, on a une super idée, enfin c'est surtout les Allemands qui avaient une super idée, on va indexer le prix de l'électricité sur quoi? Sur le gaz. Bon, il se trouve que, vous connaissez la situation, le gaz explose et l'Europe est toujours pas capable de dire, bah, on s'est peut-être trompé. D'abord, l'électricité, c'est pas forcément un marché, parce que je rappelle qu'au nom de l'ouverture à la concurrence, on a pété EDF et on a créé des concurrents totalement fantoches qui ne produisent rien, mais par contre qui achètent de l'électricité à prix coûtant à EDF. Et donc, ça pose des problèmes à la boîte. Et puis surtout, la situation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on achète du gaz américain et du gaz qatari qui coûtent 4 fois plus cher que ce que coûtait le gaz avant et qui, en plus, ont une empreinte carbone 2 fois plus importante. Alors, si on veut des combats à mener en Europe, au niveau de la gauche, moi, je suis d'accord. Made in Europe ou Made in France, contre le marché, sortie du marché de l'électricité. Bref, vous avez vu, il y a plein de choses à faire pour réconcilier la justice sociale, les questions écologiques. Mais il faut quand même qu'on se bouge. Merci Emmanuel. Non seulement, effectivement, la Chine a siphonné le marché européen du photovoltaïque, qui était pourtant leader au début des années 2010, mais la Chine est aussi en situation de monopole sur le raffinage des métaux critiques nécessaires à la fabrication des 10 panneaux. Avant de donner la parole à Sophie Taillé-Polian, je vais vous dire, chers camarades, que je ne résisterai pas à vous passer la parole, mais alors de façon très ordonnée. Ça ne se fait pas normalement en plénière. Mais j'ai envie de passer la parole à 2 femmes, 2 hommes, pour des interventions de 30 secondes, 1 minute. Donc ceux qui sont volontaires, préparez-vous, ce sera le premier qui lèvera la main qui sera sélectionné. Je me déplacerai personnellement pour veiller à ce que vous teniez le temps. Ça va être... Chère Sophie Taillé-Polian, députée Génération du Val-de-Marne. Génération, qui est une formation qui réfléchit beaucoup et qui a produit récemment plusieurs textes sur le travail, mais aussi sur l'écosocialisme. Donc c'est un sujet que vous travaillez, et vous le travaillez pour vous, mais vous le travaillez aussi pour l'ensemble de la gauche. Donc tu as beaucoup de choses à raconter sur le sujet. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Chloé, merci de l'invitation. Moi pour ma part, si on m'avait dit effectivement il y a quelques mois ou quelques années que j'interviendrais aux universités de rentrée du Parti Socialiste avec comme premier intervenant Benoît Hamon et moi qui finis, ça m'aurait un petit peu étonnée, mais je suis ravie d'être là avec vous tous et toutes pour se poser cette question du climat fin de mois, qui est une question
est une question maintenant qui n'est plus nouvelle, et effectivement où beaucoup de progrès ont été réalisés et où on se rend compte que cette conscience de la nécessité d'une politique qui allie climat et social et climat, elle est absolument indispensable. Parce que en face de nous aujourd'hui, on a un gouvernement qui dit quoi? Qui dit, en fait, vous savez, c'est le truc des bonimenteurs. C'est pile je gagne, face tu perds. Pile je gagne, c'est-à-dire que on fait des taxes, et puis c'est les gens qui payent. Taxe carbone, avec cette augmentation hallucinante qui a produit les gilets jaunes. Ou ZFE, on peut t'aider à acheter un tout petit... La pédale du vélo, mais évidemment pas de politique sociale suffisante pour aider les gens à acquérir des véhicules. Ou tu perds parce qu'en fait, il n'y a pas de politique mise en œuvre. Et donc, qui est-ce qui perd? Eh ben, c'est le plus grand nombre, évidemment. Parce qu'on l'a dit, ce sont celles et ceux qui ont le moins de moyens qui sont les premières victimes des dérèglements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, sans volet social extrêmement fort, extrêmement puissant, il n'y a pas de politique climatique qui soit applicable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir qui paye. Qui payera cette politique? On ne peut pas, aujourd'hui, personne dans la situation sociale dans notre pays ne peut expliquer que c'est la plupart des gens, que c'est les ménages, tous et toutes là. Non, personne ne peut l'expliquer avec l'inflation, avec la stagnation des salaires, etc., etc. Et comme Emmanuel Macron ne peut pas, parce que ce sont ses soutiens, s'attaquer aux plus aisés et aux entreprises qui font des marges et qu'il a bien aidé à faire de plus en plus de marges ces dernières années, il n'y a pas de politique du climat dans notre pays, ou si peu, évidemment pas au niveau qu'il faudrait. Et finalement, c'est ce qui a été déjà dit, on ne peut pas envisager une politique de lutte contre le dérèglement climatique, d'atténuation, de préparation, d'anticipation, sans une modification fondamentale, radicale, de la façon dont les richesses sont réparties dans notre pays. Et ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise, il faut qu'on l'assume, parce que sinon, de toute manière, c'est les gens qui payent. Et ça, je crois que dans notre façon d'exprimer les choses, il faut clairement le dire. Soit vous subissez, soit vous votez pour nous, parce que sinon vous paierez. Vous paierez de toute manière, vous et le plus grand nombre. La population de notre pays, soit elle subit, soit elle paye. C'est ça le projet Macron. Donc nous voulons effectivement que tous ces changements aient lieu et qu'ils soient financés par une refonte totale du partage des richesses dans notre pays. Donc il n'y a pas de politique du climat sans un volet social et une refonte du partage des richesses dans notre pays. Mais il n'y a pas non plus une politique sociale qui soit complète, qui soit globale, sans un volet écologique majeur. Parce que les principaux problèmes des classes populaires aujourd'hui, c'est de se nourrir sainement. Se nourrir sainement. Parce que qui est-ce qui subit les cancers à cause des nitrites dans les charcuteries? Qui est-ce qui subit les maladies chroniques liées aux pollutions de l'air parce qu'il vit près de l'autoroute? Qui est-ce qui subit le mal logement, les bouilloires thermiques ou les passoires thermiques? Donc, il est clair que dans chaque politique sociale, il doit y avoir un volet environnemental majeur. Et finalement, cette vision en silo de on va lier les deux, mais globalement, on va donner des chèques, elle ne peut pas être cohérente. Elle ne peut pas être cohérente. Pour mettre en place cette politique-là, il faut gagner. Et moi, je vais vous faire une confidence. En rentrant de vacances, là, je me dis, vu le débat actuel, la façon dont les choses se passent, le débat public, on est plus près de disparaître que de prendre le pouvoir, là, si c'était demain, là. Pourquoi? Parce que on subit sans arrêt, on est sur la défensive, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il suffit de voir les débats qui ont eu lieu ces derniers jours. D'abord, on se dispute entre nous, et ça, je voudrais le dire, faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de chercher des poux dans la tête du voisin. Et il faut qu'on construise ensemble, avec toute la patience nécessaire, malgré l'urgence, un discours positif. Parce que les gens, on ne va pas les convaincre de voter pour nous par l'angoisse. On ne va pas les convaincre de voter pour nous par la responsabilité. On va les convaincre de voter pour nous, et je vais le reciter, parce que ça me fait plaisir, moi aussi, par la proposition d'un futur
désirable. Oui, je ne sais pas pourquoi, 6 ans plus tard, on y revient tout le temps. Hein. Donc, évidemment, c'est ce qu'il faut que nous recherchions, tous et toutes ensemble, unis. Les valeurs de la droite et de l'extrême droite, qui souvent et de plus en plus se mélangent, elles sont extrêmement puissantes. Et elles répondent au sentiment de frustration permanent des gens à qui on donne en vision cette société, cette consommation. Mais ça produit que des frustrations. Et les frustrations, ça produit quoi? Des pensées morbides, des pensées négatives. Donc on se retrouve à se tourner vers un système de valeurs qui n'est vraiment pas le nôtre, qui est le retour à l'autorité. Vous regardez les écrits de M. Macron dans Le Point. C'est autorité, sécurité, propriété. Ça, c'est les trois grands... Il y en a un quatrième, certainement, il y en a un cinquième. Et identité. Qui ne cesse de nous... Mais nous, il faut que nous projetions nos valeurs et nos projets positifs. Il ne faut pas que nous subissions sans arrêt ces attaques qui disent l'écologie est punitive, l'écologie est punitive. Non, l'écologie, en fait, elle est émancipatrice. Parce qu'on va se libérer de cette société de consommation qui nous pousse, tous et toutes, à vouloir toujours plus. Tu disais, je ne sais plus, c'est Aurélie qui disait, on veut des grosses bagnoles, etc. Mais même, en fait, je suis allée, c'est la rentrée. Ouais, mais c'est la rentrée, donc je suis allée chez le coiffeur. Moi. Bon, on se remet un peu en état, hein, forcément. Et j'entends la coiffeuse qui parle avec une cliente qui arrive et qui dit voilà, je voudrais faire un botox profond des cheveux. Alors je dis je me tourne vers ma coiffeuse, je lui dis je ne savais pas que ça existait. Oui, tu vois, je te l'apprends aussi. Le botox profond des cheveux. Alors elle me dit oui. Alors il y a le botox profond et pas profond. Ça dure tant de temps, ça coûte tant, machin, etc. Et donc, c'est le quartier populaire, hein, on est à Villejuif, dans le Val-de-Marne, bon, c'est pas... Voilà, c'est... Et donc, ma coiffeuse, que je connais bien, qui est super sympa, elle me dit, en fait, le truc, c'est que nos clients et nos clientes, à chaque fois qu'ils viennent, ils nous demandent, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est quoi la nouveauté? Et donc, effectivement, c'est cette frénésie pour la consommation, la nouveauté. En fait, tous nos désirs de lien, tous nos désirs d'amour et de communication entre nous, on les transforme en souhaits de consommation, de nouveauté. Alors voilà, eh bien, il faut sortir de cet imaginaire-là, effectivement, être dans la société des liens et pas des biens. Merci Sophie. On a appris plein de choses ce soir. On a découvert le botox des cheveux. Vous voyez, c'est une table ronde avec plein de surprises. Alors, est-ce que j'ai déclenché des vocations? Stéphane, madame, je viendrai après. Je vais faire... Je vous oublie pas, c'était toi. Stéphane Ravaclé, boulanger homme de cause, secrétaire national du Parti socialiste. Je voulais déjà remercier Sophie par sa parole de vérité. Merci. Moi, je parle au nom de tous les boulangers de France et de Navarre. Je voudrais savoir, alors je suis toujours PS, hein, mais c'est par rapport à ce que je vais vous dire. Je voudrais savoir comment on va pouvoir les aider en 2024 avec un parti qui n'est pas au pouvoir. Et véritablement, là, on va avoir une hécatombe d'artisans, mais pas que des boulangers. Là, dans ma région, on a à Besançon et dans le Doubs, la région est déjà en alerte parce qu'il va y avoir une hécatombe en 2024 d'artisans. Et vous savez très bien que l'artisanat, normalement, est la première entreprise de France. Donc, voilà, je suis vraiment en quête de savoir quoi leur dire à ces artisans qui vont peut-être venir me questionner par rapport à ce qui va arriver, parce que véritablement, on ne peut rien faire par rapport, maintenant, à l'heure actuelle, par rapport aux hausses du gaz et de l'électricité. Merci. Les deux prochains, monsieur et une femme. Oui, vous, c'était des... Ah, mais bonsoir, je ne t'avais pas reconnu de loin. Je te laisse te présenter. Bonsoir, Dilnur Reyhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Je parle par rapport à l'intervention d'Emmanuel Morel. Effectivement, la Chine a monopolisé, a détruit l'industrie solaire, l'industrie
de panneaux solaires en Europe, en particulier en France. Mais aussi, il y a la question de... cette année, en 2023, la Chine est devenue le premier exportateur de voitures électriques également. Et qu'il y a la question de fast fashion extrêmement liée à la Chine également. Et toutes ces questions-là, vous avez parlé de, en fait, c'est à la fois la justice sociale et l'écologie, mais c'est aussi, en fait, la troisième dimension que vous n'avez pas parlé, que les autres intervenants non plus. C'est la question des droits humains. Et que toutes ces industries-là, fast fashion, l'industrie solaire ou encore l'industrie de produits électriques, que ce soit de téléphonie mobile, communication ou alors l'automobile, tout cela, en fait, toutes ces industries se prospèrent autant grâce à l'esclavagisme des Ouïghours et grâce au génocide actuel qui est mené par la Chine depuis plus de 5 ans maintenant, et que c'est en fait ce génocide qui est un génocide capitaliste, parce que c'est grâce au capitalisme que le génocide qui dure toujours et qui va durer si on n'arrête pas, et que ces trois questions sont extrêmement liées. C'est-à-dire que la question de justice sociale, la question de classe populaire, enfin, vous savez qu'en fait, nous avons mobilisé les classes populaires, justement les jeunes des classes populaires, autour de cette question-là, autour de questions de fast fashion. Donc, en fait, on peut tout à fait lier, on peut mobiliser les classes populaires avec ces questions à la fois de droits humains, et à la fois de ces questions de l'écologie. Ils sont extrêmement liés. Et l'un ne passe pas sans l'autre. Merci. Merci à toi. Bonjour, je suis Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonnes. C'est la première fois de ma vie aussi que je participe à des universités du Parti socialiste. Jamais j'ai constaté autant d'accords entre les différentes forces de gauche et écologistes quand on vous écoute, sincèrement, tant sur le diagnostic que des pistes de solutions. Et en même temps, j'ai envie de vous poser une question. Je crois qu'on ne croit pas plus au ruissellement des profits réalisés par les puissants de notre pays vers les plus pauvres. Et je ne crois pas au ruissellement de nos bons diagnostics et de nos bonnes solutions vers le peuple et les classes populaires qui sont particulièrement absentes de toutes les universités politiques de la gauche et des écologistes, en gros, ce week-end. Et donc j'ai envie de vous poser une question, parce qu'elle me taraude, c'est pour ça que je suis venu, je fais l'aller-retour ce soir pour retourner demain dans ma ville, c'est est-ce que, quelles que soient les unions ou pas, pour les prochaines échéances, il y en a une qui est importante aussi, c'est dans 3 ans, enfin les 4 ans, les présidentielles. Est-ce qu'on n'a pas une initiative tous à prendre, si on ne croit pas au ruissellement de nos bonnes idées, pour plutôt de parler des classes populaires en leur nom? Il y avait presque une gêne chez moi aussi un peu tout à l'heure en se demandant si les classes populaires, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Est-ce que le mieux, c'est qu'on n'aurait pas tous à prendre une initiative pour donner la parole à tous les Français et plutôt que, comme on s'est construit tous pendant 30 ans, chercher à faire rentrer les Français dans un idéal que ici, les géniaux que nous sommes, nous aurions pensé, eh bien, 3 ans pour construire avec les Français un idéal social et écologiste. C'est ça ma question. Merci. Est-ce qu'une femme souhaite s'exprimer? Allez-y. Hein. Ah, super, j'arrive. Alors, vous avez remarqué que ce soir, je suis habillée en pastèque inversée. On dit souvent pastèque rouge dehors, vert dedans. Moi, c'est rouge dehors, vert dedans. Enfin bon, vous avez compris. À toi. Merci. Denise Grélin-Nédélec. Je suis élue à Talence, dans la région de Bordeaux. Et j'ai vécu à Corbeil-Essonnes. Et très longtemps, sous un autre maire voyou, disons les mots. Donc je suis ravie de te saluer, camarade. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce matin, j'assistais à un débat sur comment parler de transition écologique, comment parler en liant le savoir social. Moi, j'ai travaillé et vécu dans un quartier d'habitat populaire
ZUP devenu ZUS de type 2, puis QPV, enfin vous connaissez ça par cœur. Et j'étais dans l'éducation nationale et j'ai travaillé avec les gens du quartier, les parents. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les quartiers, les gens qui habitent ces quartiers d'habitat populaire, ils sont dotés d'une grande intelligence, d'une grande capacité de compréhension collective. La seule difficulté qu'on a, nous, au Parti socialiste, c'est qu'on utilise un vocabulaire qui est un vocabulaire d'intello. Alors moi, je voudrais, mes chers camarades, que pour ces 3 années, on se donne le défi de venir travailler ce que tu disais, de dire quels sont vos besoins, à quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Voilà les conditions actuelles. Voilà comment on peut travailler ensemble pour construire un meilleur avenir. Et faisons-le, et je suis certaine que les classes populaires revoteront de nouveau à gauche. Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui enrichissent vraiment notre débat, je crois. Donc je suis contente de vous avoir donné la parole, même si malheureusement il faut faire court, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc je vais laisser les uns et les autres qui le souhaitent réagir à ce qui a été dit pour 1-2 minutes, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. Qui le souhaite? Sébastien, vas-y, tu as le micro. Allez, je me lance en premier, c'est nos universités d'été, après tout. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé ta remarque. Comment aller vers et l'utilisation des mots. Bon, il faut quand même avoir de l'humilité, savoir de là où on est parti, pour mesurer que malgré tout ce que peut dire la presse et les fameuses divergences qui paraissent fondamentales, on arrive à se retrouver quand même sur les mots et sur pas mal de constats. Est-ce qu'encore une fois, je reviens sur mon introduction, c'est la réalité vécue? Non, on n'en est pas là, sinon on gagnerait. On serait plébiscité. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ça qu'on a devant. Déjà, pour faire partager les bons mots. Quand on parle de modération, quand on parle de réduire nos consommations face à la puissance du modèle de consommation, la course à la différenciation, voilà, il y a une nouvelle paire de baskets tous les 2 jours, donc je veux en acheter tous les 3 jours, il y a un nouvel iPhone tous les 6 mois, je veux changer rapidement, etc., etc. On connaît cela. C'est difficile de créer le futur désirable. Donc il va falloir trouver les bons mots. Voilà, modération heureuse, à part me faire penser à un nouvel A16, je vois pas, il n'y a rien qui, même moi, ça ne m'évoque rien. Donc on a du travail là-dessus, et je crois que c'est intéressant de se remettre au travail tous ensemble, puisqu'on partage le même constat, et les mêmes valeurs, et les mêmes maintenant objectifs, mais aussi aller au-delà que les simples partis de gauche et écologistes français. Cette question-là, pourquoi j'évoque ça? Moi, j'ai lu le livre de Greta Thunberg. Alors, si on dit que fin du monde, fin du mois, visiblement, c'est le constat partagé par tous les écologistes et tous les progressistes de gauche, il y a 500 pages, c'est la Bible sur l'écologie, 500 pages, les meilleurs scientifiques, toutes les réponses techniques sont là, 500 pages, il n'y a que 10 pages sur les inégalités. Donc ça veut dire qu'on a quand même encore du boulot à convaincre, y compris dans la société intellectuelle, civile, etc. Donc si le politique commence à faire le premier pas, allons plus loin, enjambons les difficultés, travaillons encore, partagez ces mêmes constats, trouvons les bons mots. Tu étais un précurseur, Benoît, moi je l'ai dit au lendemain de ce que nous avons éprouvé en commun. Je suis très heureux que tu sois venu et continue à venir, hein, en fait. Micro, Esquima. Merci beaucoup, Sébastien. Peut-être que, Emmanuel, tu souhaites réagir aux propos de Dilnour, qui t'a interpellé sur la question de la Chine, etc. Oui, mais d'abord, elle a totalement raison de souligner que la logique économique à laquelle on assiste conduit précisément à ce que en Chine, la production soit faite par des esclaves, mais aussi par un peuple persécuté, les Ouïghours.
Ça, on est totalement d'accord. Je pense que le ver était dans le fruit. Ça, c'est un vrai sujet politique. Quand l'Union européenne a accepté que la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce. Et à l'époque, et Benoît s'en souvient peut-être, mais on était quelques députés européens. Il y avait notamment Édouard Martin, Guillaume Balas, Sylvie était là aussi, où on avait mené une grosse campagne pour dire il ne faut pas qu'on accepte l'entrée de la Chine dans l'OMC parce que le ver sera dans le fruit. Et c'est le cas. Aujourd'hui, la Chine, c'est 12 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et la politique qu'on connaît, moi je pense, sans en faire un rival systémique comme peuvent le faire les États-Unis, moi je plaide pour une relocalisation massive des activités, voilà, y compris les vêtements, l'alimentation, l'industrie. Bon, ça je pense. Et ça, je pense que c'est des combats, parce que je ne sais plus qui parlait, peut-être c'est la camarade de Talent, sur la langue des politiques. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le problème. François Mitterrand, il faisait 80% du vote des ouvriers et il parlait comme il parlait. Ce qui attirait les ouvriers et les employés, c'était le contenu de la politique qui était voulu par François Mitterrand. Et ben, c'est peut-être là-dessus qu'on doit travailler. C'est en effet... Non, alors, par contre, ce qui est vrai, et là, je rebondis sur ce qu'a dit Piriou, il y a deux choses. D'abord, moi, je pense qu'on doit se soumettre à un exercice qui est très compliqué, mais à mon avis nécessaire. C'est peut-être pas de trouver 650 mesures, mais ça serait déjà d'en trouver 5 claires, compréhensibles, sur lesquelles on se met tous d'accord. Et je suis sûr qu'on peut le faire, et je suis sûr que ça serait très mobilisateur. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. À Sophie, qui va répondre notamment à Stéphane. Merci. Oui, dans les 650, il y en a 5, parce que ça commence par là. Puis après, il y a la 6e, la 7e et toutes les autres. Mais cela dit, on pourrait, et ça, c'est un travail absolument indispensable, les hiérarchiser davantage. Parce que 650, c'est bien, mais par où on commence? Et ça, c'est un vrai débat. Et je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu viens de dire sur la réindustrialisation, on a eu le débat à l'Assemblée nationale et avec le texte de loi industrie verte, en fait, il n'y a pas de projet industriel dans ce pays. Le projet de réindustrialisation, c'est juste essayer au maximum de faire venir des capitaux étrangers. Pour faire quoi? On s'en fout. Dans quelle mesure? On s'en fout, etc., etc. Donc la question, évidemment, ne doit pas du tout être prise de la sorte, mais de se dire de quoi on a besoin dans notre pays, de quoi on a besoin pour pouvoir vivre et que notre production, elle soit réalisée le plus près possible de chez nous. Et évidemment, là, c'est difficile de faire la liste, ça c'est sûr. C'est difficile de faire la liste. Mais il faudrait s'y coller. On se dit, voilà, quelles sont les choses dont on a besoin en termes évidemment de besoins essentiels, de souveraineté, etc., etc., pour voir par quoi aussi on commence et comment la puissance publique, elle investit pour reconstruire une économie et une industrie au service de la population et pas au service des actionnaires. Je voulais répondre parce que c'est aussi, tu es derrière moi, je me tourne, c'est aussi un peu en lien. Qu'est-ce qu'on produit, comment on produit et comment on aide. Et notamment aujourd'hui, les aides, les boucliers qui ne préservaient pas tout le monde et évidemment qui ne préservaient pas suffisamment les artisans vont s'arrêter. Et on est tous très très inquiets, oui, mais avec l'hiver qui arrive, et on est tous extrêmement inquiets de voir comment va résister le tissu de nos petites et moyennes entreprises et de nos artisans du coin de la rue, du quartier. Et il faut qu'on articule ces réponses très, très concrètes et techniques pour pousser le gouvernement à agir le plus rapidement possible. Et là, on ne peut pas se contenter juste de lancer des anathèmes. Il faut vraiment qu'on soit le plus précis possible pour proposer un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte que tout notre tissu de PME continue à rendre service aux habitants et aux habitantes, et en même temps qu'on projette cet avenir et cet imaginaire positif. Et je crois qu'il y a un certain nombre de sujets que la gauche et les écologistes on traite toujours en dernier dans nos textes, dans nos propositions. C'est la question de l'école, c'est la question de la culture, c'est la question de, finalement, quels sont aujourd'hui les ciments de notre société et quelle est l'alternative au consumérisme que nous rejetons fondamentalement pour construire une société, une république écologique. Merci beaucoup, Sophie. Je ne sais pas pourquoi je me lève. Je te passe la parole, Aurélie.
Moi, je vais déjà répondre sur les boulangers et sur la question des petites entreprises, parce que je pense que c'est un chantier immense qu'on a. C'est-à-dire que, en fait, le capitalisme financier qui est défendu par la droite et l'extrême droite, c'est un capitalisme qui bouffe petit à petit les très petites entreprises, les artisans. Et donc, je pense qu'au cœur de notre projet de gauche, et à mon avis, on ne le place pas assez, il y a la question de la défense, de la protection, du soutien des très petites entreprises. Et on devrait le faire encore beaucoup plus, mais on l'a dans les 650 mesures de la NUPES, raison pour laquelle il n'y en a pas que 5, parce qu'effectivement, il faut aussi qu'on s'adresse à tous ces enjeux-là, notamment la question d'une régulation extrêmement forte des sous-traitants. Bon, ça reste pas la question des boulangers, mais le blocage des prix de l'énergie qu'on a défendu ensemble, qu'on a soutenu ensemble aussi dans l'Assemblée nationale, où on mène tout un tas de combats en commun, la NUPES. Et puis, il y a aussi évidemment la question la péréquation des cotisations sociales, que les très petites entreprises payent beaucoup moins de cotisations sociales et les très grandes entreprises beaucoup plus. Bon, voilà, tout un tas de mesures, je pense qu'on aurait intérêt à mettre encore plus en avant pour ne pas laisser ça notamment à l'extrême droite. Autre pour moi, imaginaire, ou en tout cas grandes idées qu'il ne faut pas laisser à l'extrême droite, c'est celle du protectionnisme solidaire. Voilà, du protectionnisme, et j'ai bien dit solidaire, mais ça répond aussi en partie, j'ai pas le temps de le faire davantage, à la question de l'ultra-concurrence, et évidemment vis-à-vis de la Chine, mais de bien d'autres pays, et je le dis y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Quand on parle des questions des produits agricoles, en fait, la plus grande concurrence ne se fait pas aujourd'hui avec le Brésil ou que sais-je. La plus grande concurrence aujourd'hui, la plus grande part de perte de marché, elle se fait avec l'Espagne, etc., avec nos pays voisins. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, ça revient à la question européenne, par ailleurs. C'est-à-dire, comment on fait avec, voilà, par exemple, si on voulait demain ne dire plus de pesticides en France, ben, ouais, on fait comment, en fait, vis-à-vis de tous les produits qui viennent du reste de l'Europe? Voilà. Et donc, j'en reviens à la dernière chose, qui répond aussi à la question des classes populaires de manière un peu biaisée. S'adresser aux classes populaires, pour moi, aujourd'hui, la meilleure des réponses aux classes populaires, c'est l'union. C'est-à-dire leur donner l'espoir concret de changer leur vie demain en ayant la gauche au pouvoir. Et je ne sais pas comment on fait ça sans l'union. Voilà. Et pour moi, cette union-là, elle se fait à toutes les étapes. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas. Pourquoi on part divisé à tel moment et pas divisé à tel moment? Pourquoi à un moment on a un projet commun et pas à l'autre moment? Voilà, et ça veut dire aussi, on le dit depuis longtemps, et je sais que vous le dites au Parti socialiste aussi, il nous faut un espace national, mais aussi des espaces locaux de débat, une structuration locale de la NUPES. Voilà, à mon avis, les conditions auxquelles on pourra avoir ce projet pour les classes populaires. Si Aurélie, c'est dit. Benoît, vas-y, tu prends ton micro, il nous reste 10 minutes, les amis. Très vite, d'abord, il y avait dans le mouvement des retraites, je me souviens, ça venait d'Attaque, il y a eu ce très beau slogan qui disait « Pas de retraités sur une planète brûlée ». Et retraite, climat, même combat. Ce qui était un formidable mouvement social et qui unifiait, comme on a essayé de le faire, la question sociale et la question écologique. Et pourquoi ce mouvement nous a-t-il collectivement rendus fiers? Parce que d'abord, il se reposait sur une unité syndicale puissante, et bravo à eux, honnêtement. Une unité politique de la gauche remarquable, qui, elle, faisait suite à cette mobilisation qui nous a surpris quand on regardait les choses un peu de l'extérieur, mais cette unité réalisée aussi aux élections législatives. Tout ça nous a rendus fiers, et je vais même vous dire, à la place qui était la mienne, moi, ça m'a redonné confiance. Là où j'en avais un peu perdu, dans la capacité de la gauche à être à la hauteur du moment. Une fois que j'ai dit ça, et qu'on se rappelle que tout ça, c'était il y a quelques semaines et quelques mois, je veux dire la chose suivante. Il y a une très jolie phrase qu'on prête à Voltaire, peu importe, qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable ». Donc il faut imaginer, se figurer l'avalanche. Et qu'est-ce que c'est l'avalanche? L'avalanche, ce serait, même si on ne sera pas nous touchés, notamment pour ceux qui sont les plus vieux, sont blancs, sont des hommes, les premiers par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est la possibilité que l'extrême droite, la probabilité, dit-on maintenant, que l'extrême droite l'emporte en 2027. Donc tous nos actes doivent être déterminés entre maintenant et 2027 à l'aune de cette perspective-là. Moi je le dis, c'est comme ça que je jugerai les actes politiques.
je le jugerai comme responsable. Et comme responsable maintenant dans le mouvement social, et comme beaucoup, je m'exprimerai. Et je dirai ce que je pense des actes qui sont posés entre maintenant et 2027. Et c'est pour ça que je vous dis, et là avec beaucoup d'affection, beaucoup de confiance aussi, que si nous sommes d'accord pour dire que la question sociale et la question écologique est liée, et que le moyen d'engager la transformation écologique est évidemment d'aligner les planètes nationales et européennes, et que c'est à l'échelle européenne qu'il faudra obtenir les bifurcations indispensables pour que ça change, la question que je vous pose, c'est: peut-on prendre le risque, ou de quelle manière court-on le risque, qu'en 2027, ce ne soit pas une ou un président de gauche, donc capable de changer aussi le rapport de force au Conseil, qui pèse au moins autant, parfois même plus, que le Parlement? Dans quelle mesure prend-on ce risque ou pas? Et puisque nous avons fait, ou plus non, allez, je mets dans le nous, mais vous avez réussi, et bravo, l'unité avec la NUPES, l'unité dans le mouvement des retraites, faites encore un effort, je veux dire, faites cet effort de nous proposer, on est d'accord, faites cet effort de nous proposer une liste unique aux élections européennes. Je vous dis, moi, j'aurais beaucoup de fierté à me retrouver derrière celle-là et à dire cela, mais il y a quelque chose là qui est anachronique dans le cheminement et le travail que vous avez fait si on rate ce moment-là. Et je vous le redis, dans la vache blanche, aucun flocon ne se sent responsable. Eh bien, il n'est pas fatal qu'on soit irresponsable aujourd'hui par rapport à l'échéance qui vient dans 3 ans. Merci Benoît. Est-ce que donc Elsa, Marie, vous souhaitez vous exprimer très rapidement? Vas-y. Hyper rapidement parce que je t'en prie. J'ai pas beaucoup de mots à changer à ce que vient de dire Benoît. On a parlé des défis qui sont devant la gauche et devant la NUPES sur les questions sociales, écologiques, démocratiques. Je crois qu'on ne peut pas s'épargner le débat stratégique. On a tendance à dire que, et en cette rentrée peut-être c'est un peu trop visible, que la gauche s'empêtre très souvent dans des débats stratégiques et que du coup, du point de vue en tout cas des classes populaires, elle est trop absente sur certains sujets. Je ne sais pas si c'est une réalité, si c'est perçu réellement comme tel, mais en tout cas, moi ce que je crois, c'est que quand aujourd'hui en Europe, de l'Italie jusqu'à la Suède, les pays peuvent tous basculer à l'extrême droite. Quand en Espagne, il a manqué quelques voix pour qu'il y ait des ministres d'extrême droite dans le gouvernement espagnol, ça serait une folie de s'épargner ce débat entre nous, parce que je crois que l'unité, elle est un combat et qu'il y a besoin de mener le débat entre nous. Elle est aussi une expérience et qu'il y a besoin que nous la menions ensemble pour la faire aboutir. Donc je ne peux pas me passer de ce moment avec vous toutes et tous pour dire combien, quand il y a ces périls qui sont devant nous, eh bien, combien l'unité, elle est à la fois importante, mais elle est la responsabilité qui nous incombe, et je rejoins les mots qui viennent d'être dits. Passer à côté de ça, c'est irresponsable du point de vue de la situation politique. Je veux quand même répondre à Bruno Piriou sur la question à la fois démocratique et question des classes populaires, mais j'y ai un petit peu répondu, je crois, dans mon intervention. Je vais rester aussi sur la question de la NUPES. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup entre organisations politiques, d'ailleurs pas toujours pour le meilleur, même si je crois qu'en un an, il y a des choses importantes qui ont été faites et qu'il y a du potentiel pour s'en sortir. Moi, je pense qu'en cette rentrée, on n'a pas forcément donné le meilleur de nous-mêmes, mais en revanche, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'aspirations unitaires dans la société et aussi beaucoup d'aspirations unitaires chez beaucoup de celles et ceux aujourd'hui qui se revendiquent de la NUPES. Et je crois que cette unité, elle peut l'emporter. Mais elle a besoin, comme c'est essentiel si la gauche veut gagner, d'une mobilisation populaire. Et donc, elle a besoin d'assises
locale et d'assises populaires. Et donc c'est aussi pour ça, moi, que je milite, pour que on n'en reste pas à une forme de huis clos entre organisations ou de huis clos à l'Assemblée nationale, comme la situation politique nous y a un peu poussé cette année et qui me gêne beaucoup. Heureusement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a la mobilisation des retraites qui nous a permis de constater partout sur le territoire qu'il y avait du répondant quand on y était présent. Donc avec Rachel, on a proposé que la question démocratique, l'aspiration démocratique, la 6e République devienne une campagne populaire de la NUPES, et je crois que ça peut répondre pour une part à ta question. Merci beaucoup Elsa. Et Marie, pour finir. J'ai réussi à le caser. Moi, je suis venue pour parler climat, fin du monde, fin du mois. Bon, je crois que je vais être obligée de répondre quand même à plusieurs des propos qui ont été tenus à côté, à ma droite et à ma gauche. Prenez-le comme vous voulez. Faut qu'on se dise les choses franchement et tranquillement. Et je rebondis sur ce que vient de dire Elsa. Elsa dit, il faut qu'on fasse campagne pour la 6e République. Et cette 6e République, on la veut comment? Eh ben, on la veut parlementaire, on la veut à la proportionnelle, on veut que les différentes opinions puissent s'exprimer dans les urnes et que nous puissions construire ensemble des coalitions. Alors prenons les choses tranquillement aussi en ce qui concerne les élections européennes. Je pense que tout le monde ici, moi ce que j'entends, c'est que tout le monde ici est d'accord pour dire que nous avons l'impératif de gagner ensemble en 2027. Et que par ailleurs, on a le devoir de continuer à travailler, et je dis bien continuer, j'y reviendrai juste après, de continuer à travailler pour faire en sorte non seulement que ça arrive, mais aussi qu'on réussisse. Parce que si on arrive à éviter le pire en 2027, c'est pas pour le retrouver en 2032. Parce qu'on n'a pas le droit de décevoir, parce qu'on n'a pas le droit de perdre. Parce que si on est sérieux sur la nature de l'urgence environnementale, sur l'urgence de l'urgence sociale, pardon d'utiliser 2 fois le même terme, mais quand même c'est important, sur aussi le délabrement de nos démocraties, sur les droits humains à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nos États. Et ben, dans ce cas-là, on a aussi le devoir de réussir ce mandat. Et sur les européennes, on le sait, la gauche, elle a un passif, il y a des stigmates. Il y a eu, moi j'étais encore un peu jeune, mais il y a eu des combats qui ont été menés en 2005. Il y avait la gauche du oui, il y avait la gauche du non. Il y avait ceux qui disaient on veut plus d'Europe et tant pis parce que ce projet de paix, de prospérité partagée, il est important, tout en sachant que cette Europe sociale, c'est un mirage. Et on avait d'autres qui disaient bah non, en fait nous aussi on croit en l'Europe, mais en fait on ne veut pas la faire comme ça. Puis on avait d'autres qui étaient un peu sur une ligne différente, mais il a fallu travailler. Et le travail, depuis 2005, il a été fait. On a convergé. Mais accepter qu'il reste encore des nuances entre nous. Et des nuances qui ne doivent pas nous conduire à nous entre-déchirer. Ça, moi, je l'ai dit et redit, je ne céderai pas à la guerre des gauches. Elles ne doivent pas nous conduire à nous entre-déchirer. Mais elles doivent pouvoir s'exprimer dans l'espace démocratique pendant qu'on continue à travailler. Et moi, du débat de ce soir, j'entends pas qu'on est tout à fait sur la même ligne. Là, je parle plus des élections européennes, je parle un peu du reste. On a encore des divergences. Et je veux répondre sur Greta Thunberg. Il faut comprendre que une grande partie de la gauche, et ça a été mentionné au départ, a une conscience, une éthique, une préoccupation environnementale, etc., mais ne vient effectivement pas d'un logiciel qui est celui du respect de la planète, de l'harmonie avec le vivant et d'une commune appartenance aussi entre la communauté humaine et la communauté non humaine. Ce n'est pas le logiciel de base. Mais par contre, pour un certain nombre de jeunes générations, et notamment la génération de Greta Thunberg, la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va garantir une justice sociale nécessaire pour permettre la transformation écologique. C'est de dire, mais c'est une seule et même question. À la base, à la racine, c'est une seule et même question. Parce que quand il n'y a qu'une seule planète, quand certains s'accaparent ses ressources, s'accaparent ses richesses pour en faire ce qu'on veut. Mais ça veut dire qu'on prive d'autres populations de ces ressources qui sont sur cette planète. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a 10 pages dans son livre consacré aux inégalités que Greta Thunberg ne s'intéresse pas aux inégalités. Greta Thunberg, elle est profondément pour l'égalité, pour la justice, entre les peuples. Elle est très impliquée aux côtés des populations des Suds, au pluriel. Elle est impliquée sur l'égalité femmes-hommes, elle est impliquée sur la justice sociale, et chaque thème est imbriqué. Et donc ça, il faut bien comprendre. Ce sont encore des pas qu'on a à faire les uns vers les autres. Je suis absolument ravie qu'on les fasse. Détrompez-vous, je suis ravie du débat qu'on a ce soir. Mais il faut comprendre ça. Et je finirai en disant
J'étais aussi gênée, mais Emmanuel l'a dit, et très bien, peut-être même mieux que moi je l'aurais dit moi-même, sur cette idée qu'il y a nous et il y a les classes populaires. Bon, en fait, si on considère que c'est comme ça, il faut qu'on arrête, quoi. En fait, on est ensemble, en tout cas, on devrait l'être. Et le problème qui s'est posé avec les classes populaires, alors, d'abord, il faut se regarder en face, il faut aussi regarder plus loin, ça dépasse les frontières de la France. Mais le constat qui s'est posé, c'est que c'est pas qu'on parlait un langage que les autres comprennent pas. Enfin, je veux dire, tout le monde est intelligent et tout le monde comprend très bien les choses. C'est pas ça, c'est un problème de politique de fond. Et il y a des politiques de fond qui ont été menées par tous les l'échiquier politique, ça, pardon, il faut aussi qu'on se le dise, qui ont accru la rupture entre les classes populaires et les représentants politiques. Et moi, je suis assez tenante de la théorie des subalternes, de Gramsci, puis de Gayatri Spivak, c'est-à-dire de dire on ne doit pas apprendre l'écologie aux classes populaires, on ne doit pas apprendre le socialisme aux classes populaires, on doit apprendre d'elles. Et je dis ça d'autant plus que je sais que si on avait écouté les ouvriers qui mouraient des poussières de mine tout seuls, qui n'ont toujours pas aujourd'hui de réparation à leur juste niveau, alors on n'aurait pas extrait autant de produits polluants et toxiques. Que si on avait écouté les ouvrières et les ouvriers agricoles de Martinique et Guadeloupe, alors on n'aurait pas répandu du chlordécone partout. Que si on avait respecté les Vietnamiennes et les Vietnamiens, alors on n'aurait pas détruit l'environnement vietnamien avec l'agent orange pendant des générations et des générations. Et donc ma conviction, c'est que si on arrive à écouter et à être aux côtés de celles et ceux qui se battent contre ces injustices, alors on saura trouver la voie, alors on saura récupérer notre capacité à agir pour gagner des responsabilités, pour transformer véritablement. Et ça, on le sait, on peut le faire que ensemble. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, vos interventions passionnantes. Merci au public. Je pense qu'on a vu que l'écosocialisme nous rassemblait. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Merci Aurélie. Et bonne soirée à tout le monde.